France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous, bienvenue pour Ici l'Europe. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des vice-présidents exécutifs de la Commission européenne, le Français Stéphane Séjourné. Bonjour Monsieur Séjourné. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors vous êtes en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. Vous nous avez rejoint dans ces studios de la Commission européenne à Bruxelles. Je rappelle que vous avez été, après la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, conseiller politique du président, puis pendant 5 ans député européen, d'ailleurs à la tête du groupe centriste Renew, ministre des Affaires étrangères en 2024, avant d'être justement désigné par le président français commissaire européen avec ce nouveau portefeuille et cette nouvelle vice-présidence qui vous a été confiée par la présidente Ursula von der Leyen. Et vous avez rendu public d'ailleurs le 21 mai la stratégie pour le marché unique. Vous dites que dans ce monde incertain, il faut que les premiers partenaires commerciaux des Européens soient les Européens et pour cela abolir les barrières à notre marché. Comment? Lesquelles? Bon, d'abord, le contexte international fait du marché intérieur aujourd'hui une valeur refuge pour les entreprises européennes. On a une partie de nos entreprises qui se sont internationalisées avant même de s'européaniser. Plein de raisons pour cela, notamment des barrières réglementaires entre les pays, entre eux, et donc effectivement pour une PME, une ETI française, aller en Allemagne, aller en Italie, commercialiser ses produits, s'européaniser dans tout le marché intérieur est une galère en quelque sorte, administrative, bureaucratique d'abord, parce qu'il faut pouvoir avoir une filiale, s'adapter au droit européen, au droit national, regarder les différences réglementaires, regarder également les différences de commercialisation des objets. Tout ça, nous avons mis en place en quelque sorte des dispositifs pour simplifier, harmoniser l'ensemble des règlements. Il y aura un objectif, y compris d'un 28e régime pour ces entreprises qui veulent opérer sur le marché européen. Et tout ça, c'est des gains de productivité et c'est aussi des gains de croissance et de PIB pour tous les Européens parce que les marchés peuvent se fermer. Aux États-Unis, en Chine, on le voit bien, on essaye de réduire nos dépendances, c'est une autre stratégie. Et donc, il faut que le marché européen, de 450 millions de consommateurs, soit une valeur refuge et des perspectives de croissance pour nos entreprises européennes et notamment pour les entreprises françaises. Alors vous proposez de réduire les coûts administratifs des entreprises de 400 millions d'euros après un premier train justement de 8 milliards d'euros déjà ciblés par cette simplification que vous appelez de vos voeux, en particulier pour les PME, l'exemption par exemple de registre du portail des CO2. Est-ce que c'est pas un peu de la dérégulation quand même déguisée, puis surtout pas très verte? Non, parce que l'objectif est assez clair. Nous avons décidé de garder les standards que nous avons fixés lors de la dernière mandature. Les standards, ils sont clairs, c'est la décarbonation de notre économie à 2050. Et puis, vous avez par secteur d'activité des objectifs très clairs qui ont été votés par le Parlement européen et d'ailleurs sous l'impulsion du Conseil et donc des chefs d'État et de gouvernement à l'époque. J'en sais quelque chose puisque j'étais du côté des Français et donc du gouvernement français à l'époque et on poussait cet agenda et on continue d'ailleurs à le soutenir. La vraie différence avec ce mandat, c'est que nous sommes pragmatiques dans le contexte international qui a changé, le contexte d'incertitude économique au sein du marché intérieur et donc de notre propre économie européenne. Et donc, il faut donner des flexibilités. Ça veut dire pas déréguler notre système, mais c'est retirer le papier, harmoniser les règles, pousser les États membres à justement faire des convergences fiscales et administratives sur un certain nombre de secteurs. Et ça, on a changé de méthode. On ne fait plus une stratégie horizontale comme on a fait par le passé, mais on fait secteur par secteur, métier par métier, profession réglementée par profession réglementée. Et moi, je ne confonds pas le chemin et l'objectif. L'objectif, il est intangible, c'est la décarbonation de l'économie. Oui, mais pour ça, il faut que le chemin soit tracé quand même, peut-être. Voilà, mais le chemin, en réalité, si vous rendez fixe le chemin, vous perdez
toute marge de discussion et de négociation, et notamment d'adaptabilité économique. Le président français et le chancelier d'ailleurs, Merz, ont tous les deux réclamé la suppression du devoir de vigilance sur les entreprises. Donc c'est une responsabilité écologique et sociale dont elles doivent calculer finalement les effets tout au long de leur chaîne de production. Les ONG dénoncent là justement le détricotage du pacte vert qui est en cours avec l'aide de la droite du Parti populaire européen. Alors l'objectif de la CES 3D, ce n'était pas le Green Deal en tant que tel, mais ça mettait des normes et de la réglementation sur les entreprises, et notamment ça faisait peser sur les entreprises européennes la responsabilité de toute la chaîne de valeur, y compris en dehors de l'Union européenne. Et donc, et ça partait assez bas dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire que le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant devait également être contrôlé par votre entreprise européenne, sinon vous pouviez être responsable devant les tribunaux européens. Ça posait un certain nombre de problèmes d'insécurité juridique. On a fait une proposition dès le début de cette mandature pour arrêter cette législation et remettre tout à zéro. Maintenant, l'Allemagne et la France ont fait une proposition dans le cadre de cette discussion pour remettre à plat ces deux textes, qui est clairement de le supprimer. Pour ça, il nous faut quand même une majorité, puisque c'est de la codécision, donc Parlement européen et Conseil. Et on n'en est pas là. On n'en est pas là. On regardera précisément si on ne peut pas garder les objectifs tout en simplifiant totalement le dispositif, mais je crois que le président de la République a été très clair. Et en réalité, dans cette période, au moment où les Américains font des choix très radicaux, il faut qu'on puisse aussi être très clair sur notre réglementation européenne. Alors, la menace de droits de douane américain a eu un impact sur notre croissance européenne. Un monde économique partagé, on le sent bien, entre une réponse très forte, œil pour œil, dent pour dent, sur cette affaire des droits de douane, et puis l'idée de donner des gages de négociation, au contraire, à Donald Trump. Comment s'en sortir ? Je pense qu'il ne faut pas de doctrine, paradoxalement. Je vais peut-être vous étonner, mais dans la période, il ne faut pas de doctrine. Il ne faut pas choisir une option ou une autre. Je pense qu'il faut défendre l'intérêt européen, et que l'intérêt européen, les mesures changent au fur et à mesure également des soubresauts de l'administration Trump et effectivement du contexte international. Donc moi, je prône de surtout rien cranter de définitif dans les propositions que nous pouvons faire tant que nous n'avons pas une proposition américaine sur la table et clairement le cadre défini de la nouvelle coopération commerciale avec les États-Unis. Certains secteurs nécessiteront d'avoir également une réciprocité complète en termes de tarifs. C'est le cas de l'aéronautique par exemple. Si il y a 10% sur Airbus, il faut qu'il y ait 10% sur Boeing. Pour d'autres secteurs, nous n'avons pas intérêt à faire cette réciprocité, y compris nous-mêmes, Européens, pour nous-mêmes. L'Europe a bien entrepris cette négociation. Elle a été moins vocale que les Américains, mais également unie dans la période. Sur un marché qui vous intéresse particulièrement, nous, l'Allemagne, etc., celui de l'automobile, 13 millions de travailleurs directs et indirects, et vous dites que cette industrie automobile est en danger de mort, Stéphane Séjourné, à cause des futurs droits de douane américains à 25%, de mauvais choix stratégiques, d'un excès de normes européennes ? Les trois. Ouais. Je suis transparent avec vous, les trois. Et donc oui, il y a un risque commercial fort puisqu'on exporte des véhicules. Attention, parce que les constructeurs ont aussi décidé de produire en dehors de l'Union européenne pour d'autres marchés. Pour des marchés domestiques sur lesquels ils comptent se développer, il faut qu'on continue à pouvoir les aider. Pour ce qui est de l'Europe, les choses sont assez claires. Une partie de la réglementation pourrait affaiblir la demande de véhicules. Si nous n'avons pas des critères d'achat européens de voitures électriques dans les flottes professionnelles d'entreprises, on n'arrivera pas à booster la demande et on n'arrivera pas à sortir par le haut les constructeurs européens qui aujourd'hui ont un problème de commande de véhicules. Il n'y a pas de véhicules électriques aujourd'hui dans le marché de l'occasion et on est en incapacité de proposer aux Françaises et aux Français, mais également à tous les Européens, des véhicules pas chers qui sortent et qui ont 2, 3 ou 4 ans de vie, qui sont en réalité 80% du marché dans beaucoup de pays. Donc la fin des ventes de voitures thermiques. La fin des ventes des voitures thermiques en 2035, en Europe vous y croyez encore ? La fin de vente des voitures thermiques doit se coupler avec une vraie stratégie d'achat européen et de boost de la stratégie, notamment sur la vente de véhicules électriques, avec une demande accrue pour les flottes de véhicules professionnels.
Et puis, dans un deuxième temps, il faut trouver de nouveaux marchés. Et donc, là-dessus, c'est des nouveaux accords commerciaux. C'est que ce n'est pas populaire en France de parler d'accords commerciaux, mais dans le moment politique qu'on vit, si on souhaite réduire nos dépendances par rapport à la Chine, si on souhaite se préserver d'un futur marché américain qui peut fermer, y compris le Mercosur, donc l'Amérique latine. Il faut absolument trouver des nouveaux débouchés. Et des nouveaux débouchés, ça veut dire protéger nos industries à nous, mais trouver des débouchés pour les industries dont on a des surcapacités nous-mêmes européens, et l'automobile est en réalité en surcapacité européenne. Vous vous occupez du coup, d'un certain point de vue, de l'Ukraine avec SAFE, ce programme de prêt de 150 milliards d'euros pour financer en commun des achats. Ces projets devront être réalisés aussi à hauteur de 65% de composants par l'industrie européenne. Est-ce que cette défense européenne, elle est en train de décoller assez vite pour vous ? Oui, en tout cas, on s'est battu sur ce critère parce qu'il ne paraissait pas forcément évident pour tout le monde en Europe. Et donc, je tiens quand même à remercier tous les pays européens et le changement, y compris de mentalité sur ce sujet. Les 65% de production européenne, ce sont y compris des composants dans le matériel. Et donc, ça implique forcément l'industrie européenne à un moment donné. Il ne peut pas y avoir de matériel qui soit 100% américain, 100% coréen, ou en tout cas qui ne soit pas avec des composants européens. Donc ça, c'est quand même une petite victoire européenne sur la fin de la naïveté sur ce sujet-là. Ça donne des perspectives de commandes pour nos industriels. Et surtout, c'est une démonstration que l'Europe est en capacité aussi d'être flexible sur son budget. On a décloisonné tous les fonds européens, on a été chercher les fonds de cohésion pour pouvoir décloisonner et ouvrir Vous êtes d'ailleurs partisan de nouvelles ressources propres, typiquement taxe carbone à la frontière. Pourquoi pas taxer les petits colis 2 €. Il y a un certain nombre de pistes, que ce soit d'ailleurs la taxation des petits colis qui viennent de Chine. On a en perspective 6 milliards de colis qui vont arriver de Chine l'année prochaine. 6 milliards. Donc ça donne quand même fois 2 €, c'est pas mal. Ça donne la taille éventuellement de ce qu'on pourrait récupérer dans le budget européen pour l'intérêt général européen. Et puis, il y a des perspectives de nouvelles ressources qui ne sont pas supportées par les Européens en tant que telles. Ce n'est pas de l'impôt, ce n'est pas de la taxe, c'est ni sur le consommateur, ni sur les industriels ou les entreprises, mais qui peuvent être, par exemple, l'ESTA européen, c'est-à-dire ce visa touristique qui n'existe pas que les Europe, Américains et maintenant les Britanniques ont. Vous allez aux États-Unis, ça coûte 25 ou 26 $ pour pouvoir rentrer sur le territoire américain. Vous allez en Europe, c'est gratuit. Dans la dernière élection en Roumanie, remportée par le pro-européen Nicușor Dan, les réseaux sociaux ont relayé des fake news sur une ingérence française pour soutenir ce candidat pro-européen, même des soldats français déguisés en militaires roumains prêts à intervenir, etc. C'est un peu délirant, mais c'est parlant sur l'époque quand même. Oui, il faut faire très attention et c'est pas nouveau et je pense que ça va se multiplier dans beaucoup d'élections. Et moi, le constat que je fais, c'est que l'Europe n'a pas l'arsenal réglementaire et la protection des démocraties nécessaires à hauteur de ses ambitions. On a 27 États démocratiques qui sont rentrés dans l'Union européenne démocratiquement, souvent avec un référendum à la clé. Et donc, ce sont les peuples européens qui ont décidé de venir en Europe. Et souvent, c'est inscrit dans les constitutions. On a une particularité en Europe. On a l'état de droit, des élections libres. Et il faut maintenant qu'on puisse s'adapter, y compris aux nouvelles technologies, aux fake news, à l'ingérence étrangère de manière collective. Et des mesures doivent être mises à disposition des États membres pour se protéger également et avoir une honnêteté et une liberté de parole parfaite dans ces élections. Je crois que et peut-être aussi, parce qu'on regarde de très près les élections en Pologne le 1er juin, qui pourraient être remportées là encore par les ultra-conservateurs, bloquer l'agenda de retour à l'état de droit voulu par l'Union européenne, bloquer l'agenda de soutien à l'Ukraine. D'abord, en Pologne, c'est aux pro-européens de, j'ai envie de dire, faire le job. Et donc, il y a une campagne, elle est libre. A priori, on n'a pas de retour d'ingérence massive qui pourrait changer les comportements électoraux des Polonais de manière artificielle ou avec des fausses informations. Il ne faut pas confondre ce jeu démocratique, qui est le jeu de la démocratie et du choix des peuples,
et de l'autre côté, le risque d'atteinte à l'état de droit que certaines propositions peuvent être faites d'ailleurs dans la campagne électorale. Et c'est le risque en réalité d'avoir un retour sur des garanties de liberté de la presse, d'indépendance de la justice, de liberté d'expression des oppositions. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on garantisse, nous, Européens, mais qu'on ne se mêle pas du débat national des partis politiques. Ça, c'est le choix des peuples souverains d'élire leur président. Il faut qu'on le respecte, même si ça ne nous convient pas. Vous avez épousé pleinement le mot d'ordre, choisir l'Europe face à un Donald Trump qui effectivement est en train de mettre pas mal des bâtons dans les roues des universitaires et de la recherche publique, à destination de nouveaux partenariats commerciaux et des meilleurs talents mondiaux. Il y a ce mot d'ordre, choisir l'Europe, mais finalement, on voit bien que dans notre Europe, on investit de moins en moins dans la recherche nous-mêmes. Comment se prétendre attractif ? Bon, d'abord, Choose Europe et choisir l'Europe, ça sera réviser les marchés publics, mettre des clauses de préférence européennes sur un certain nombre de secteurs stratégiques, faire le Buy European Act, qui sera une petite révolution pour l'Union européenne et puis pour tous les pays qui n'avaient pas le même concept français de préférence européenne. Ça a évolué. Et j'ai la garantie de pouvoir faire une proposition dès 2026 d'une révision des marchés publics européens et d'introduire dedans des clauses d'achat européen, de choisir l'Europe, y compris pas que sur la recherche et sur les chercheurs, mais également sur l'industrie. Pour ce qui est du Choose Europe sur la recherche, nous sommes engagés également dans une démarche d'attractivité internationale, puisqu'il y a des perspectives de faire venir des talents incroyables, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, qui se sont retrouvés sans argent pour rechercher, parce que ce sont des chercheurs qui sont souvent très capés et qui ont énormément d'expérience. Notamment sur le climat. Exactement, mais qui peuvent apporter énormément, y compris à l'économie européenne et à la recherche appliquée pour nos industriels. Stéphane Séjourné, donc vice-président exécutif de la Commission européenne. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, le débat sur l'Est de l'Europe. Y a-t-il une vague populiste ou au contraire un reflux des populistes? Tout de suite, débat avec nos confrères de la chaîne parlementaire et 3 eurodéputés. Bienvenue au Parlement européen où se pose actuellement une question. Assiste-t-on au flux ou au reflux de la droite radicale et des populistes dans l'Est de l'Europe? Nous vivons un moment crucial d'élections qui se succèdent en Europe centrale et orientale qui pourrait faire basculer l'unité des 27. Ainsi, la Roumanie vient de voter pour élire comme président un candidat pro-européen, Nikos Orban, contre un homme, George Simion, qui se présentait comme un grand admirateur de Donald Trump et hostile à l'aide à l'Ukraine. Oui, alors en Pologne, le premier tour de la présidentielle a vu le candidat maire de Varsovie, le pro-européen Rafał Trzaskowski, arriver en tête, mais avec un point d'écart avec l'historien nationaliste Karol Nawrocki, soutenu par le parti ultra-conservateur Droit et Justice, le PiS. Le second tour, le 1er juin, sera donc très disputé, arbitré d'ailleurs par un entrepreneur multimillionnaire du parti d'extrême droite Confédération. Alors, le Premier ministre actuel, Donald Tusk, et l'Union européenne s'inquiètent en cas de cohabitation dure avec le PiS d'un blocage de toutes les réformes visant à restaurer l'état de droit en Pologne. Autant d'élections qui posent une question. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban pourrait-il se trouver bientôt des alliés pour ralentir l'aide à l'Ukraine alors qu'il était jusqu'ici isolé? On pense aussi à la Slovaquie du Premier ministre Robert Fico qui lui prête parfois main forte dans sa rhétorique pro-russe et anti-Union européenne. Pour en parler, nous recevons 3 invités. Lubica Karvašová, bonjour. Eurodéputée slovaque, vous siégez au groupe Renew ici à Bruxelles, au centre de l'hémicycle, mais votre Premier ministre, on vient de le dire, Robert Fico, était le seul dirigeant de l'Union européenne au défilé militaire de Poutine le 9 mai dernier. Avec nous aussi George Pipera, bonjour, eurodéputé roumain du groupe conservateur et réformiste à la droite de l'hémicycle. Vous souteniez le candidat Simion défait de justesse lors des élections en Roumanie.
Et puis Chloé Ridel, bonjour. Eurodéputée du groupe des socialistes et démocrates ici au Parlement. Chloé Ridel, vous connaissez bien cette Europe de l'Est. Est-ce que vous reconnaissez un moment de bascule, de vérité, avec les élections déterminantes qui sont en train de se jouer? Ça fait longtemps que ce moment de bascule, il s'opère parce qu'en Europe de l'Est, en Europe centrale et orientale, il y a des problématiques très particulières. Il y a eu ces dernières années beaucoup d'inflation. Pendant la crise inflationniste, nous, on a connu des taux d'inflation déjà élevés, par exemple en France, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'ont connu des pays comme la Pologne, comme la Roumanie, comme la Bulgarie, ou encore la Slovaquie, même la Hongrie. Et puis, vous avez aussi une émigration très forte dans ces pays-là. En Roumanie, c'est moins 20% de la population qui a disparu, qui est partie en Europe de l'Ouest pour beaucoup depuis l'adhésion à l'Union européenne. Donc ça crée une forme d'angoisse de la disparition, une forme d'angoisse identitaire. Et il y a des politiciens qui viennent souffler sur ces braises-là. Donc je crois que la réalité... Il y a des peuples qui se tournent vers l'extrême droite de plus en plus. Il y a une gauche qui disparaît dans ces pays-là, même si en Roumanie, on voit bien que c'est un candidat démocrate et pro-européen qui a fini par l'emporter. Donc il ne faut pas non plus tout mettre dans le même sac. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le problème des pays d'Europe centrale et orientale, c'est une question sociale. Et il faut la traiter comme ça. C'est le besoin d'infrastructures de santé, d'infrastructures d'éducation, de qualité, le besoin de lutter contre la corruption qui reste élevé dans certains pays. Et donc, ça n'est pas les partis d'extrême droite qui vont répondre à ces préoccupations qui, à mon avis, sont très fortes dans la population. Alors, parlons de cette élection en Roumanie. Elle était particulièrement scrutée par l'Europe puisqu'une première élection au mois de décembre avait dû être annulée pour ingérence russe. Elle a été remportée par le pro-européen Nicu Jordan à 54% des voix. On l'écoute. Lors de l'élection d'aujourd'hui, une communauté de Roumains désireux d'un profond changement en Roumanie a gagné. Il y a aussi une communauté qui a perdu. Une communauté qui est tellement indignée qu'elle croit que la solution pour la Roumanie est la révolution. Et il est de notre devoir de convaincre ces personnes. Alors, Lubița Carvașova, vous avez certainement suivi cette élection en Roumanie. C'était une élection importante pour l'Union européenne. Il fallait qu'elle soit remportée par un pro-européen. Tout d'abord, je voudrais vraiment saluer et félicitations pour le peuple roumain qui a choisi l'Europe, qui a voté pour l'Europe avec le candidat Nicu Jordan. On avait beaucoup d'échanges au sein de mon groupe Renew, aussi sur qu'est-ce qu'on attend des élections en Roumanie, parce que comme vous avez dit, c'est vrai que c'est très dangereux de voir des candidats populistes ou d'extrême droite vraiment essayant de tourner la page et de vraiment nous éloigner de l'Europe, des valeurs démocratiques, des valeurs de la liberté en Europe. Ce qui nous tient vraiment au cœur. Donc c'était extrêmement important aussi pour l'Europe centrale et orientale, mais pas seulement. Je dirais que c'était très important aussi pour l'Europe en tant que telle de voir qu'il y a vraiment une force pro-européenne qui est vivante dans la région de l'Europe centrale et orientale et qui est vraiment un esprit de lutter pour l'Europe. Donc, alors, Georg Pipera, vous souteniez l'autre candidat, George Simeon, qui d'ailleurs conteste le résultat de l'élection, alors que les scores sont assez tranchés, 54%, 46%. Vous ne croyez pas qu'il y a eu finalement un sursaut de participation, effectivement, comme le dit votre collègue, peut-être pro-Europe et pour l'aide à l'Ukraine aussi dont George Simeon avait dit qu'elle n'allait plus aider, peut-être même essayer d'avoir une grande Roumanie, enfin annexer une partie de roumanophones de l'Ukraine. Ça n'a pas inquiété, ça? On est européen et aussi on est très lié des valeurs européennes. A priori, la légitimité du nouveau président de la Roumanie est indiscutable, mais il y a des soupçons. Deuxièmement, on parle maintenant d'environ 5,3 millions de personnes qui ont voté pour George Simeon, c'est-à-dire 46% de la population. C'est une portion très substantielle de la population votante. Ça veut dire que même si on est pour les valeurs européennes, il y a quelques préoccupations de la population sur la bureaucratie européenne, sur les échecs de la bureaucratie européenne, sur la corruption de la bureaucratie européenne. Et c'est pour ça parce que
La population roumaine a voté pour Georges. La Roumanie est un des pays les plus corrompus d'Europe dans toutes les études de Transparency International. Oui, donc que vous pointez du doigt à Bruxelles, c'est un peu bizarre, non? C'est ça, c'est ça. Et on est contre cette tendance de rester la plus corrupte pays de l'Union européenne. Et quand on parle de 46% de la population votante, on ne peut pas être pour cette idée qui est complètement inadéquate de cordon sanitaire. On ne peut pas dire que 46% de la population est extrémiste parce qu'ils votent extrémiste. Ça veut dire que la population, dans une sorte un peu inhabituelle, a protesté contre ce qui se passe ici dans l'Union européenne. Parce que la guerre... Et l'Ukraine? L'Ukraine a joué? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a une très grande portion de la population roumaine qui ne veut pas continuer cette guerre parce que cette guerre n'a une fin et qui ne veut pas continuer à aider l'Ukraine pour se ruiner, pour se détruire. Alors Chloé Ridel, lors de la première élection présidentielle en Roumanie en décembre dernier, la Russie avait été accusée d'ingérence massive via le réseau social TikTok pour favoriser un candidat radical inconnu, si bien que l'élection avait été annulée. Est-ce qu'on a eu raison d'annuler cette élection à l'époque? Je vous pose la question parce que ça a créé une forme de précédent et on voit qu'aujourd'hui, le candidat perdant ne reconnaît pas sa défaite. Cette élection en Roumanie, elle a été annulée sur des preuves. Il y a des documents qui ont été déclassifiés avant que la Cour constitutionnelle roumaine annonce qu'elle allait annuler l'élection parce qu'il y avait eu des déstabilisations majeures, des ingérences étrangères, russes en l'occurrence, sur TikTok avec un candidat qui a été porté par des faux comptes financés depuis l'étranger. Et il faut savoir qu'en Roumanie, vous avez la moitié de la population qui est sur TikTok. C'est un des pays de l'Union européenne où la population est le plus sur ce réseau social. Donc moi, j'aurais préféré qu'on n'ait pas eu besoin d'aller jusqu'à annuler cette élection et qu'on ait été capable de prévenir en amont l'ingérence et la déstabilisation. Parce que maintenant, on y est habitué. À chaque élection en Europe, vous avez des tentatives de déstabilisation, d'ingérence étrangère, de désinformation qui passent par les réseaux sociaux. Et on ne fait rien pour l'en empêcher, pour le prévenir, alors même que nous avons des lois européennes comme le Digital Services Act qui nous permettraient de le faire. Et on ne les applique pas. Monsieur Simeone, on ne peut pas faire une double standard parce que si on parle d'interférence, ingérence étrangère, on doit aussi voir les soupçons d'intervention du gouvernement et des services secrets français et aussi de la Moldavie. Alors les services secrets français qui nient évidemment. Ce qu'il appelle des soupçons d'ingérence, c'est un soutien peut-être de Valérie Ayé, qui était la chef du groupe Renew au candidat d'en face. Oui, je crois que ça se fait, assez régulièrement. Et pour ce qui est du reste des accusations, après, je crois que le ministère des Affaires étrangères français a rétabli la vérité. Et puis s'il y a une enquête, elle le prouvera. Moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Alors passons quand même au chapitre qui nous intéresse aussi, très attendu par les Européens, la présidentielle en Pologne, avec deuxième tour, je le disais, le 1er juin, pays qui a été dirigé pendant 8 ans par le parti ultra-conservateur, le PiS, avec un bras de fer permanent avec Bruxelles pour sa remise en cause de l'indépendance de la justice et de l'état de droit. Il y a 1 an et demi, alternance avec l'arrivée au pouvoir donc, du pro-européen Donald Tusk, mais il risque à nouveau d'être en cohabitation très dure. Si le PiS gagne la présidence, ça aura un impact fort pour l'UE? Oui, comme vous avez dit, vraiment l'effort et les attentes des Polonais pour rétablir l'état de droit en Pologne, mais aussi la trajectoire pro-européenne et pro-démocratique a commencé vraiment avec les élections parlementaires qui ont lieu en octobre 2023. Et cette lutte est toujours, se continue. On est en train de continuer la lutte pour vraiment arriver aux promesses que ce gouvernement de Donald Tusk a données aux citoyens pendant son mandat. Donc, bien sûr que le président polonais a beaucoup de compétences. Il est extrêmement important pour vraiment prendre des décisions législatives. Soutien indéfectible à l'Ukraine, parce qu'on parlait du rôle de l'Ukraine. La Pologne de Donald Tusk, c'est oui, à l'Ukraine, on l'aide. Bien sûr, mais ce n'est pas que l'Ukraine, c'est une image un peu plus large qui est liée à vraiment de rétablir l'état de droit. Et pour ce spécifique objectif de ce gouvernement polonais, c'est extrêmement important d'avoir un président qui
est en train de soutenir l'idée de l'établir d'état de droit et qui ne va pas lutter contre cet objectif. Donc c'est vraiment, on le voit de très proche, on le suit de très proche parce qu'il y a beaucoup d'influence en Europe centrale et orientale parmi les pays et parmi ce qui se passe dans la situation politique. Alors, György Pipera, le parti Droit et Justice en Pologne siège avec vous ici au Parlement européen au sein du groupe des conservateurs et réformistes. Vous soutenez son candidat, Karol Nawrocki. Vous l'appelez à faire alliance avec l'extrême droite au second tour de l'élection pour faire la bascule et changer de politique sur l'Ukraine? Bon, je suis vice-président de ce groupe ICR et le titre d'extrémiste, c'est un titre faux. On est conservatoire. On est conservatoire et aussi... Je parlais du parti polonais en l'occurrence. Oui, le PiS est aussi un parti conservateur. Si on fait se taire les voix des élus, des peuples qui ont voté pour des extrémistes, ça veut dire faire se taire la voix. Les voix des citoyens. Maintenant, même en Pologne et aussi en Roumanie, les citoyens européens voient les valeurs européennes s'effacer. Et ça, c'est choquant. C'est très choquant d'avoir une Europe qui censure, qui pratique la censure de liberté de l'opinion. Et aussi, problème, en quoi elle pratique la censure? L'Ukraine, ce n'est pas une solution pour ça. Ça risque de devenir un problème soi-même. Effectivement, la Pologne, Chloé Ridel, c'est un grand pays, 38 millions d'habitants, déterminant comme cœur, moteur européen aussi pour la défense de l'Europe et de l'Ukraine. Vous craignez un retour de bloc de gouvernement qui reculerait sur le soutien, l'aide à l'Ukraine. Et pour l'instant, Viktor Orban était assez isolé au Conseil européen dans son refus de donner davantage d'aide. Il l'est de moins en moins, Viktor Orban isolé. Et tous les pro-russes au sein de l'Union européenne sont financés activement et soutenus activement par le régime de Vladimir Poutine, qui, encore une fois, ne s'attaque pas à l'Ukraine quand il envahit l'Ukraine, pas seulement à l'Ukraine. Il s'attaque aussi à l'Europe, à son modèle, qui exerce une attractivité sur des pays comme l'Ukraine, comme la Moldavie, comme la Biélorussie, que Vladimir Poutine veut conserver sous son contrôle et sous sa domination. Il faut combattre ce rapprochement avec la Russie de Poutine qu'on voit aussi malheureusement en Slovaquie, avec Fico qui s'est rendu au défilé militaire Pourquoi russe il s'est rendu seul qui ont lieu tous les années le 9 mai. Parce qu'il faut qu'on reste, nous les Européens, en soutien de l'Ukraine au moment où elle est en plus trahie par les États-Unis. Le gouvernement de Robert Fico estime qu'ils font la politique souveraine, qu'ils font la politique étrangère à 360 degrés. C'est le motto du gouvernement slovaque. C'était vraiment la honte que le Premier ministre slovaque, en tant que seul dirigeant de l'Union européenne, s'est rendu le 9 mai. Ce qui est en fait en Europe, c'est la journée de l'Europe. Ce n'est pas la journée de la fin de la guerre, c'est 8 mai en Europe. Donc à ce jour-là, au lieu de vraiment être avec nos partenaires européens, de l'Union européenne, de l'OTAN, sur la sécurité européenne qui nous tient tous au cœur, et l'Ukraine est une partie de la réponse, le Premier ministre slovaque s'est rendu à Moscou pour vraiment faire une politique de servilité. Il n'y a aucune souveraineté qui se passe dans la politique slovaque. Et c'est ça le problème. La servilité aux autocrates qui essayent de détruire le modèle européen, de le remplacer par quelque chose qui est autocratique. Et ça, on ne veut pas le voir en Europe qui est la fondateur des valeurs de la liberté d'expression aussi et de la démocratie. Merci à vous tous d'avoir très bien illustré ce débat, débat qui va se poursuivre encore à l'issue d'autres élections à venir. Merci Caroline, merci à tous et bonne suite de programme sur nos chaînes.